Donc, aujourd'hui, on a jusqu'à 15h30 ensemble et on a plusieurs temps forts pendant ce webinaire parce que la thématique des déchets, des commerçants et des entreprises est quelque chose d'assez large et on a essayé de couvrir, voilà, pas tout parce que c'est pas possible, mais en tout cas les enjeux principaux. Donc, je vais commencer par faire une rapide introduction sur les enjeux et les impacts des déchets produits par les commerçants et entreprises en France. Ensuite, je passerai la main à mon collègue Pierre et à Léa Vaza, qui est conseillère de Paris et élue déléguée dans le 10e arrondissement, qui nous partagera son retour d'expérience sur la rue de Paradis, une expérimentation sur le zéro déchet qui a eu lieu il y a quelques temps. Ensuite, on changera de spectre géographique, on va quitter la métropole et on ira voir ce qui se fait dans la ville de Roubaix avec Laure Limousin, conseillère commerce zéro déchet, qui nous parlera d'un label commerçant zéro déchet qu'ils ont mis en place. Et puis, on aura Cédric Enrat, qui est cofondateur de l'association Oasis Environnement, qui a mené un défi zéro déchet pour les entreprises sur le territoire de Nantes Métropole. Et puis enfin, Kelly Campet des Canaux nous partagera en avant-première un guide sur les commerces éco-responsables qui est tout récent. Voilà. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, pensez bien à vous renommer en précisant votre organisation et votre nom et à bien garder votre micro coupé pendant toute la durée du webinaire, s'il vous plaît. Donc, moi, c'est Tissa Smag et j'ai rejoint Circulaire il y a maintenant 2 ans et demi. Je suis consultante chez Circulaire, donc consultante en économie circulaire, et j'accompagne les acteurs privés et publics sur leur transition vers des modèles plus circulaires et donc moins linéaires. Et peut-être avant voilà, de rentrer dans le premier retour d'expérience de la mairie du 10e arrondissement, on voulait vous redonner un peu quelques éléments de définition et aussi les ordres de grandeur dans lesquels se placer quand on parle de déchets des commerces et des entreprises. Donc déjà, c'est intéressant de revenir sur la définition vraiment d'un point de vue réglementaire de ces déchets. Donc c'est une typologie de déchets qu'on appelle DAE, des déchets d'activité économique. Ce sont donc des déchets qui ne sont pas produits par des ménages et donc par tout autre type d'acteurs, donc les entreprises, les commerces, mais aussi les artisans, les administrations et les établissements publics. Ces DAE peuvent être de type très variés. Ils peuvent être non dangereux, ils peuvent être dangereux aussi. On peut penser voilà, aux équipements électriques et électroniques, aux solvants, aux peintures, etc. Et puis, ils peuvent aussi être inertes, notamment dans les activités du bâtiment. Aujourd'hui, on va avoir un focus plutôt sur les déchets, les DAE qui sont non dangereux, non inertes, donc tout ce qu'on va retrouver dans le 5 flux. J'y reviendrai juste après. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de souligner que ces DAE ne sont pas forcément collectés en fait dans un flux qui leur est dédié. Ils sont souvent en fait en mélange avec ce qu'on appelle les DMA, c'est-à-dire les déchets ménagers et assimilés. Et en fait, dans et assimilés, on entend tous ces déchets des entreprises, des commerces, des artisans, etc. Donc en fait, c'est une typologie de déchets qui n'est pas forcément la plus simple à mesurer, notamment pour les pouvoirs publics, et donc par conséquent aussi pas forcément la plus simple à gérer. C'est pourquoi c'est d'autant plus important d'agir en accompagnant en fait les acteurs du secteur privé et du secteur public aussi sur la réduction de leurs déchets. Et je parlais du tri 5 flux il y a quelques instants. Donc, historiquement, en France, on a ce tri 5 flux qui est fait dans la plupart des entreprises et des commerces. Ce n'est pas encore le cas partout. Donc, c'est un tri sur papier, carton, verre, plastique, métal et bois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la réglementation, notamment dans le cadre de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, pousse à une multiplication en fait, des flux pour augmenter la revalorisation derrière. Et donc, à partir de 2021, on a un tri 7 flux qui va notamment concerner les commerces et entreprises du monde du BTP, puisque ça va concerner les matériaux minérales comme le béton, par exemple. Et puis, dès 2025, il va y avoir 2 nouveaux flux qui vont aussi être intégrés dans le tri, en fait. C'est le textile, mais aussi les biodéchets. Voilà. Et d'ailleurs, je vous renvoie à notre l'avant-dernier webinaire qu'on avait co-organisé, qui était justement sur la thématique des biodéchets.
Et pour vous donner aussi quelques ordres de grandeur sur l'impact de ces déchets, donc ces DAE, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Donc, si je me place seulement dans les bureaux, donc plutôt dans les activités donc du tertiaire en France, c'est 130 kilos de déchets par moyenne par salarié, dont un peu moins d'un tiers seraient recyclés. Et si on regarde les déchets de bureaux produits dans leur ensemble, c'est 3 millions donc de tonnes chaque année en France. Donc, c'est quand même assez conséquent comme valeur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quels sont les types de déchets de bureaux qui sont surreprésentés. Donc, il y a évidemment les déchets alimentaires qui vont être de plus en plus encadrés et qui le sont déjà pour la plupart, notamment des entreprises ayant une restauration collective. Il y a aussi tous les gobelets, par exemple, voilà, 650 gobelets jetables en moyenne par salarié en France. Voilà, c'est assez énorme. Donc, on peut miser sur les éco-cups, clairement. Et même si c'est en baisse, 80 kilos de papier consommé par an et avec en fait, beaucoup de papiers qui vont être imprimés sans jamais être utilisés. Voilà, même si voilà, ce flux est en baisse, mais il reste quand même conséquent. Et en ce qui concerne les commerçants, donc là, on a pris des données sur le commerce de détail seulement, donc ça n'inclut même pas les commerces de gros. Donc en 2016, c'est plus de 3 millions de tonnes. Donc on voit qu'en fait, c'est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur que les déchets de bureau. Et il y a les flux en fait les plus importants, c'est papier, carton, mais aussi tout ce qui est déchets organiques. Voilà. Donc on retrouve aussi à peu près les mêmes typologies de flux qui sont les plus représentés dans les déchets de bureau et des commerces de détail. Et pour ne regarder que les déchets liés à la restauration et l'emballage unique, c'est 1,7 million de tonnes voilà, d'emballage à usage unique qui vont être générés chaque année. Simplement pour les commerces de bouche utilisant des emballages à usage unique. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un petit peu un panorama des enjeux, des définitions et des impacts, et donc vous expliquer pourquoi aussi on a choisi de traiter cette thématique avec la métropole du Grand Paris aujourd'hui. Donc sans plus attendre, Pierre, je te laisse la main pour introduire notre premier partage d'expérience et je me charge d'accepter les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Parfait, merci beaucoup Tissa, merci pour cette introduction. Et ben, je suis très heureux d'accueillir notre première intervenante, donc Léa Vaza. Il se trouve que Léa, je vous ai rencontré pour la première fois quand j'ai commencé à travailler pour Circulaire, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Et à l'époque, les bureaux de Circulaire étaient dans cette rue où il y a là la rue de Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris. Et Léa, vous étiez venue nous rencontrer pour nous parler d'un projet qui était le projet d'une rue zéro déchet. Alors voilà, c'était c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et ça nous avait beaucoup interpellé. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir revenir un petit peu sur cette expérimentation. Donc déjà, Léa, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter brièvement et peut-être nous expliquer en 2 mots comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur le zéro déchet? Bah oui, bonjour tout le monde. Du coup, Dereza, donc je suis conseillère de Paris et élue depuis le 10e arrondissement, donc Gare du Nord, République, Belleville, tout ça. Et je suis chargée dans le 10e de la propreté et de la réduction des déchets. Et le mandat dernier, quand on avait lancé ce projet, j'étais chargée du climat de la résilience. Et en fait, on avait fait tout un travail de concertation avec les habitants sur les enjeux climat et le sujet des déchets était vraiment ressorti très fort. Et donc, de cette feuille de route un peu globale était ressorti le projet de la rue de Paradis zéro déchet, que je vais détailler peut-être un peu plus loin. Ok, parfait. Donc ça, c'est un peu la genèse du projet. Si je comprends bien, ça s'inscrivait dans le cadre de la feuille de route de la mairie du 10e arrondissement sur le climat, c'est ça? Oui, exactement. Et du coup, c'était vraiment, en fait, il y avait plein d'idées. Déjà, il y avait plein d'envie de travailler sur la réduction des déchets, mais il y avait aussi plein de gens qui faisaient des choses déjà. Et on se rendait compte que les uns rencontraient pas forcément les autres. Même si la ville, par exemple, proposait plein de solutions, les gens avaient du mal à trouver ces solutions. Il faut vraiment être militant, quoi. Il faut aller chercher l'information, etc. Donc, on s'est dit, on va organiser une espèce de grande opération de mise en relation entre besoins et solutions.
Et donc, on a ciblé, je ne sais pas si tu veux commencer à passer ou si tu Oui, veux... pour comprendre un petit peu la méthode finalement. Donc, je comprends que l'objectif, ça a été de peut-être viser un petit peu plus large que les initiés classiques et de se dire on va viser une population entière. Et du coup, vous avez commencé à l'échelle d'une rue, hein, c'est bien ça. Mais peut-être en ciblant plus spécifiquement certains commerces, justement, certaines typologies d'acteurs. En fait, on voulait vraiment toucher tout le monde et c'est pour Mhm. ça qu'on a choisi la rue aussi. C'est une rue, c'est 500 mètres, mais très très dense, 6000 habitants. Il y a aussi des équipements publics, beaucoup de commerces et notamment pas mal de commerces de bouche et des bureaux. Donc c'était assez diversifié et on voulait justement voir qu'est-ce qu'on arrivait à faire avec tous ces cibles-là. Mhm. L'objectif, c'était à la fois, on s'était donné 1 an pour expérimenter tout ce qu'on pouvait. À la fois pour réduire les déchets, améliorer le recyclage et le réemploi, si possible, localement, et puis évidemment améliorer la propreté de l'espace public, parce que quand on parle de zéro déchet, forcément pour les habitants au moins, même les commerçants, c'est le premier truc qui vient. Donc c'était aussi du donnant-donnant, on fait des efforts de chaque côté pour que ce soit, pour qu'il y ait moins de déchets au sens un peu large. Et si Et du tu... coup, peut-être en termes de méthodologie ou Ouais. un peu les parties pris que vous avez, que vous aviez à ce moment-là, c'était lesquels? Et si tu veux passer à Et on peut celle passer, suivante, ouais. du coup, en fait, l'objectif, c'était vraiment de se dire, déjà, on met pas d'objectif chiffré. On Mhm. met d'abord les solutions en fonction des besoins qui sont exprimés et on voit ce que ça donne à la fin. On a tout co-construit avec les gens qui ont été répartis un peu par groupe cible, justement, donc école, habitants, commerce, bureaux. Et on a vraiment construit le programme avec eux. Donc, on est parti de leur analyse de besoins. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé par des actions hyper simples, impactantes ou valorisantes, voilà, valorisables facilement, en tout cas. Donc, ça peut être les pailles, enfin, voilà, des choses vraiment simples. Pour aller au fur et à mesure que l'engagement progressait et que les actions avançaient vers des choses un peu plus complexes et potentiellement coûteuses aussi. Et l'objectif, c'était aussi de ne pas faire la morale en disant jeter ces déchets, c'est pas bien, mais vraiment de faire quelque chose de convivial et de sympa. Donc du coup, ça... Parfait. Et peut-être en termes, c'est très clair sur un peu l'approche que vous avez adoptée. Et du coup, en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné? Du coup, c'était plutôt impressionnant parce que donc ça, c'est les résultats corrigés des tendances sur Paris et le 10e arrondissement. Donc, on a réussi à faire 20% presque de réduction de déchets sur les ordures ménagères. Donc, vraiment le bac gris aujourd'hui. Sur le tri aussi, on a vu que les bacs jaunes ont réduit de pas grand-chose, de 4%, mais c'était important parce que dans le même temps, il y avait l'extension des consignes de tri et donc les autres bacs jaunes de Paris augmentaient de volume. Donc, on a vraiment réussi, c'était pas juste un transfert, un meilleur tri, on a vraiment réussi à faire réduire les déchets à la source. Et puis, surtout, le truc le plus intéressant, je pense, c'était qu'il y a eu une mobilisation vraiment d'habitants, de commerçants, enfin, de tous les acteurs en fait, de la rue se sont saisis du truc et ont créé une dynamique qui, du coup, s'auto-entretient. Et même si la ville est plus si présente par la suite, il y a quand même quelque chose qui reste, quoi. Tout ça avec finalement pas énormément de budget. Enfin, il y a eu 20 000 euros quand même de subventions à l'association Pic-Pic, mais qui arrivait un peu dans un second temps. Et en fait, la plupart des choses, c'est fait avec soit des solutions qui existaient déjà, soit des changements de pratiques. Enfin, donc ça, c'est pas non plus un énorme budget pour faire ces opérations, quoi. On revient sur le fait qu'il y avait quand même pas mal d'initiatives déjà présentes que vous avez Mobiliser. fédérées autour d'un projet un peu fédérateur Ouais. avec voilà, une charte graphique, un logo et puis une présence assez forte de la ville de Paris. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait un mot à dire sur les différentes cibles? Je pense Non, bah, que je vous vous en ai l'avez déjà parlé dit. rapidement, mais voilà, du coup, c'est vrai que sur les commerces, on a quand même beaucoup travaillé sur les commerces de bouche, bars, restaurants, et en fait très peu sur les autres typologies de commerce qui D'accord. aussi se sont On va y revenir, du coup, on va faire un focus un peu plus là-dessus. Et du coup, en termes d'actions spécifiques sur sur ces typologies cibles, quelles ont été ces actions, du coup? Alors du coup, donc encore une fois, on a tout construit avec eux. Donc côté bureau, il y a une bonne mobilisation plutôt de collaborateurs, de quelques ressources humaines aussi, enfin quelques directions de département de ressources humaines, qui eux nous ont dit, bon évidemment papier, enfin ça ressemble à c'est des déchets de bureau comme dans l'administration, mais il y avait aussi donc papier électronique, mais les mégots, la restauration emportée, bouteilles gobelets. Et donc ça, c'était vraiment les trucs sur lesquels il fallait leur donner des billes ou des solutions pour pouvoir voilà, réduire les déchets un peu à la source. Ils ont eux-mêmes été force de proposition, je vous en parlerai un petit peu après sur la restauration emportée. Et puis surtout, c'est aussi des boîtes qui se sont engagées
Sur leur cœur de métier, par exemple, il y a KissKissBankBank qui ont leur bureau, donc c'est de la levée de fonds participative. Ils ont leur bureau dans la rue et un petit showroom. Et eux, ils ont vraiment lancé un appel à projet, une valorisation de projet zéro déchet. Ils ont eux-mêmes été bureau exemplaire. Ensuite, ils ont organisé des visites dans leur bureau pour pouvoir montrer aux autres ce qu'ils avaient fait. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, plutôt côté bureau, c'était vraiment c'était de la mobilisation de collaborateurs avec des petits after-work pendant lesquels on les formait sur un sujet, qui allaient eux-mêmes ensuite dans les restos, les bars ou les endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter dans leur quartier ou dans leur entreprise pour être prescripteurs et initier des changements, quoi. On va peut-être passer sur la slide suivante. Je crois qu'il y a des images qui illustrent un petit peu Ouais. cette ambiance. Oui, voilà. Il Et- y a l'apéro, par exemple, l'apéro sans paille, il nous a permis de faire un petit point sur le plastique à usage unique, ce genre de choses, et qui ensuite partait en apéro dans d'autres bars. Et en fait, ça a été assez. Encore une fois, c'est symbolique, mais ça a quand même une portée. On s'est rendu compte, du coup, quelques mois après, qu'il y a des restos, des bars qui ont changé leur carte entière de cocktails pour pouvoir proposer des choses sans paille, parce que ça commençait à être une demande dans le quartier et notamment initié par ce petit groupe de travail, de collaborateurs là. Il y a eu aussi, et ça c'est venu des bureaux, donc ils voulaient travailler sur les déchets de la vente, de la restauration emportée du midi. Et donc, on a créé les mardis gamelles. Donc, en gros, tous les mardis, il fallait venir avec son Tupperware et aller déjeuner là où on avait l'habitude de déjeuner, mais demander à être servi dans son propre contenant. Et à l'époque, c'était très peu accepté. Ils ont réussi à faire changer un peu les pratiques des restaurateurs qui ont été aussi labellisés avec le petit macaron que vous voyez de Zero Waste pour indiquer qu'ils acceptaient les contenants réutilisables. Et au bout d'un moment, ces restaurateurs-là sont devenus eux-mêmes demandeurs de pouvoir créer une solution de consigne un peu plus professionnelle et puis sécurisante aussi pour eux, quoi. Donc après, on pourrait voir un peu sur quoi ça a débouché. Et voilà, Ouais. peut-être en termes d'apprentissage, parce que du coup, l'expérimentation a duré 1 an. Et comme vous le disiez, du coup, c'est une dynamique qui s'est auto-entretenue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus et sur un peu ce qui a pu se passer par la suite et les apprentissages qu'on peut en tirer? Là, notamment donc, sur la consigne, par exemple, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bossé ensuite avec un opérateur qui s'appelle Gringo, qui est un opérateur de consigne et qui a été financé aussi par l'ADEME, etc., pour monter cette expérimentation. Donc, dans tout le quartier, ils ont recruté 60 restaurateurs qui utilisent les mêmes solutions de consigne. Et donc, en gros, vous pouvez aller dans n'importe quel resto, déjeuner là-bas, prendre dans un contenant et ramener le contenant dans n'importe quel autre restaurant ou l'amener dans un supermarché où il y a des boîtes de déconsignage. C'est la photo qui est affichée. Donc, c'était voilà, la première fois qu'il y avait un réseau de ce style qui se montait. Et c'est parce que les restaurants disaient, mais il nous faut quelque chose qu'on puisse tous utiliser, etc. Et ça jouait aussi de leur image de quartier, en fait. Ça a été vraiment un moteur important pour eux. C'est l'image qu'ils renvoient et leur participation à la vie de quartier, en fait. C'est un levier que moi, j'avais pas du tout identifié. Je pensais que c'était un problème de coût, un problème de... Voilà. Mais ils voulaient aussi devenir des acteurs positifs, en fait, dans la vie de la cité. Donc, je trouve que c'était assez intéressant. Donc, ils se sont mobilisés autour de ce projet-là. Après, voilà, il y a eu aussi des choses, peut-être qu'on avait commencé, mais qui sont 2 ans après, qui sont toujours pas abouties, mais sur lesquelles on continue quand même à bosser. Par exemple, on avait fait des pesées expérimentales des déchets alimentaires chez les restaurateurs pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui relevait de la perte en préparation, qu'est-ce qui n'était pas utilisé au maximum pendant la préparation du repas, et puis qu'est-ce qui relevait du gaspillage des consommateurs. Et donc, on avait fait un peu une analyse de ce qu'ils avaient dans leur poubelle et on avait pesé pour essayer de faire comme ça s'appelle, un devis pour voir ce que ça leur coûterait de collecter. Et il y en a aucun, face au coup, il y en a aucun qui s'est décidé de collecter ça, enfin, sauf ceux qui étaient déjà engagés en fait dans la démarche, quoi, qui étaient vraiment intéressés. Ça leur a fait un petit déclencheur, mais c'est très marginal. Et du coup, par contre, là, ils sont toujours intéressés 2 ans après, là, et on recommence à bosser sur une collecte expérimentale par la ville
de leurs déchets alimentaires parce qu'ils ont déjà eu ce premier geste de tri, ils se sont rendus compte un peu de la quantité. Et puis, des ateliers aussi de cuisine zéro déchet, par exemple, anti-gaspi, avec une restauratrice du quartier qui, elle, est déjà très, très engagée dans la démarche. Donc, il y a aussi tout ce travail de pair à pair qui était hyper important et qui contribue vraiment encore une fois, à créer une dynamique collective, quoi. Le plus important, c'est la dynamique collective et que les gens se sentent pas seuls et qu'on crée cette espèce d'image et de sens de collectif dans le quartier, quoi. Je rebondis peut-être sur deux questions qui sont dans le chat par rapport à cette Oui. dynamique. Donc, Isabelle Brison, qui est de la mairie de Sceaux, il me semble, qui demande quelle méthodologie a été déployée pour la co-construction du programme. Donc, est-ce que vous avez contacté des ambassadeurs? Enfin, voilà, une petite question comme ça. Et puis, Mathieu Béguin de la CMA Île-de-France qui demande est-ce qu'il y a eu une évolution dans la mobilisation, notamment des artisans commerçants? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou est-ce qu'il y en a qui sont venus par la suite? Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a eu quels ont été les arguments qui ont permis de les intégrer et de leur faire adopter des nouvelles pratiques? Bon, sur la méthode, on avançait un peu en marchant, donc ça a été. En fait, on a fait une grosse communication, et comme elle était très ciblée dans un quartier, on a pu vraiment mettre le paquet. Donc, on a fait des courriers à tout le monde, des mails, et surtout, on était beaucoup sur place. Et dès qu'on était sur place, on rendait visibles les opérations. Donc, en fait, il y a eu quand même un mois de communication pour le lancement, et c'est comme ça qu'on a recruté plein, des centaines et des centaines de personnes qu'on a tout de suite répartis selon leur cible, en fait. Et donc, on a lancé un cycle de réunion, enfin, voilà, et des premiers temps d'échange, cible par cible. Et c'est là qu'on a dit, c'était vraiment des discussions très ouvertes sur, OK, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous choque, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et on a pris les choses une par une et on a commencé par le facile. Et ensuite, enfin, en fait, donc il y avait pas d'ambassadeur déjà qui existait, etc. C'est des choses qui se sont créées un peu au fur et à mesure. Et ça a été une mailing list, une newsletter, enfin, des choses très simples, en fait, sur lesquelles ensuite, qu'on a construit avec les gens, quoi. Et sur le Et ça a été beaucoup de bouche à oreille. Une fois que tu avais une personne d'une entreprise qui était lancée, par exemple, sur les mardis gamelles, il y avait une personne responsable RH qui a ensuite offert 200 boîtes pour déjeuner zéro déchet à tous ses collaborateurs. Et ensuite, c'est parti assez vite, quoi. Et sur les commerçants qui n'étaient pas initialement dans le programme, les gens se sont raccrochés un peu au fur et à mesure, plus un peu par curiosité, en voyant qu'il se passait quelque chose et parce qu'ils avaient des besoins aussi au sein de leur entreprise. Un cabinet d'architectes qui est venu me voir en disant j'ai vu passer ça, ça tombe bien, moi dans mon cœur de métier, j'essaye de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous auriez des conseils? Et hop, ils s'intègrent en fait dans la démarche de groupe. Mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça a demandé d'avoir un accompagnement associatif qui puisse être sur le terrain avec moi pour aussi proposer des ateliers, de la sensibilisation, des choses un peu plus structurées, enfin voilà, répondre aux besoins. Donc il y a un volet d'animation, sensibilisation, expertise un peu générale, et puis ensuite un volet de montage d'infrastructures qui n'existent pas encore et qui peuvent devenir du service public, ou alors qui sont pour lesquels on sollicite un partenaire extérieur, comme ça a été le cas avec Gringo par exemple. Ok, très clair. Peut-être sur la dernière slide qu'on peut passer, sur les éléments de communication. Donc, on a vu qu'il y avait un logo qui avait été créé, une charte graphique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont permis de diffuser l'information? Pas mal de presse, et je dois dire que ça nous a quand même aidé à communiquer, à recruter du monde sur place. Après, un Instagram qui avait pas mal marché, mais alors c'était vrai. Là, par exemple, c'est une bénévole qui avait pris en charge le truc. Elle faisait des photos des commerçants en montrant un geste zéro déchet qu'ils mettaient en place, donc un compost, un anti-gaspi quelconque. Enfin, voilà. Et donc ça avait quand même pas mal marché. Donc, pour ceux qui connaissent Instagram, je le recommande. Ça a l'air d'être un bon outil de valorisation de ce que font les gens. Voilà. Après, c'était principalement newsletter et encore une fois, les trucs sur place. Par exemple, on avait fait une visite d'un appartement témoin zéro déchet chez quelqu'un dans la rue. Et il y a eu des centaines de personnes qui ont fait la queue, donc on a dû reproduire l'opération. Et c'était juste, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient parce qu'ils voyaient la queue, les outils de com dans la rue. Donc c'est vraiment de la présence, enfin, il faut être sur place, quoi. Il faut vraiment voilà, faire du porte-à-porte, être sur place, discuter. C'est vraiment la clé du truc. On n'est pas obligé d'avoir des gros outils techniques, mais par contre, il faut pouvoir avoir le temps de parler, quoi. Et peut-être dernière question, s'il y avait un écueil à éviter, si d'autres personnes souhaitent reproduire ce type d'initiative et peut-être quelque chose que vous referiez différemment.
Ouais, bah nous, on a eu un peu de mal à... Comment dire? Il y a eu un petit trou entre la grosse mobilisation de départ et le moment où les premières actions se mettaient en place parce qu'on partait vraiment de rien et qu'on ne savait pas ce qui allait sortir. Et du coup, préparer une petite série de temps où il se passe quelque chose quand même, au même moment qu'on fait le programme avec les gens et qu'on prépare la suite, c'est quand même pas mal pour éviter les retombées de motivation, éviter d'avoir à relancer la dynamique. Vous Mais trouvez le après, bon bon, équilibre entre la co-construction et puis malgré tout enclencher la dynamique assez ouais, rapidement une fois le lancement c'est réalisé. ça. Mais on a fait plein d'autres bêtises, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'envoyer un mail. Avec Bon, plaisir. bah, parfait. Et ben, merci beaucoup Léa pour ce partage. Et puis bah, oui, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. Je pense que Léa pourra y répondre par écrit par la suite. Merci encore Léa. Et je Merci. repasse la main à Tissa. Merci à vous. Oui, ouais, on a été très contents de pouvoir vous partager ce premier retour d'expérience qui est une expérimentation qui a beaucoup inspiré d'autres démarches au sein de la métropole de Paris, mais aussi dans d'autres collectivités en France. Et on va maintenant passer à un autre type de partage d'expérience qui est plus sur un sujet de labellisation. Donc, on a avec nous Laure Limousin de la ville de Roubaix. Donc, Laure, je te laisse te présenter brièvement et puis ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet et parler de la labellisation commerce zéro déchet. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laure Limousin. Donc, je travaille à l'association Roubaix Côté Commerce, donc qui sert à promouvoir et à agir en faveur du développement commercial. Et donc, je suis conseillère commerce zéro déchet pour la ville de Roubaix. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les commerçants dans leur démarche de réduction des déchets et j'anime aussi ce réseau de commerçants labellisés. Merci. Et ben justement, donc, pour parler de cette démarche, donc un petit peu comme pour l'expérimentation précédente, quels étaient en fait les objectifs, dans quel contexte au sein de la collectivité ce label a été lancé, voilà, donc pourquoi l'avoir lancé, dans quel contexte? Alors, il faut savoir que la ville de Roubaix donc, s'engage depuis 2014. Elle a lancé un projet qui s'appelle Roubaix Zéro Déchet. Donc, c'est un programme de réduction des déchets à l'échelle du territoire. Et c'était dans le cadre de l'appel à projet Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, lancé par le ministère de l'Écologie il y a 8 ans. Donc, c'est une démarche qui est multi-cible, puisqu'en fait, dans Roubaix, il y a aussi bien les familles, les associations, les commerces, du coup, avec moi, qui sont mobilisés autour de cet objectif de réduction des déchets. Et donc, le label commerçant zéro déchet est apparu à peu près vers 2015-2016. Ok. N'hésitez pas alors à me dire de passer les slides quand il le Ah faut. oui, pas de Euh, souci. Pas de souci. Et donc, peut-être avant de parler du processus de labellisation lui-même, peut-être quels ont été les moyens à la fois humains, financiers, qui ont été alloués par la ville sur cette démarche zéro déchet, peut-être alors, soit dans son ensemble, soit vraiment spécifiquement sur le label. Alors, pour le label, donc pendant plusieurs années, il y a l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui nous a accompagnés financièrement, donc pour animer ce réseau. Donc, par exemple, c'est pour créer des petits livrets de labellisation, la réalisation de vidéos témoignages, les rencontres aussi entre les commerçants zéro déchet, et aussi et surtout la mise en œuvre d'expérimentations collectives pendant ces années. Et donc, moi, j'anime ce réseau de commerçants. Et pour m'aider sur la communication, j'ai un volontaire en service civique qui travaille sur la communication, donc qui gère les réseaux sociaux, le site internet, tout ça pour mettre toujours en avant ce label et surtout les commerçants qui sont engagés. Ok, très clair, merci. Et du coup, justement, donc ce label, donc en fait, quand on est un commerçant de la ville de Roubaix, quel est le processus, la marche à suivre pour avoir ce label zéro déchet? Alors, pour être labellisé, le commerçant doit remplir un certain nombre d'engagements, donc qui diffèrent selon le type de commerce. Et pour ce qui est du processus de labellisation, donc je rencontre le commerçant, je visite son commerce, on voit ensemble un petit peu les engagements, les actions zéro déchet qui sont déjà mises en place au sein de son commerce. Et puis, il me fait surtout une évaluation, une estimation de ces déchets, par exemple sur une semaine, voir un petit peu les volumes, les quantités et on voit ensemble si on peut trouver des solutions pour réduire ou valoriser certains déchets.
Et à la suite de ça, donc, on remplit un diagnostic, donc un tableau des engagements. Et s'il atteint le bon nombre d'engagements, il est labellisé. Donc, il faut savoir que on a différents types de tableaux des engagements, donc qui diffèrent selon le type de commerce. Donc voilà, là on peut voir par exemple le restaurant. Et donc par exemple pour le restaurant, on a 7 engagements à avoir pour être labellisé, donc 4 qui sont obligatoires. D'accord. Et donc, concrètement, parce que bon, j'imagine qu'il y a des commerçants qui sont engagés et veulent vraiment aller dans cette démarche-là, mais quels sont aussi les avantages en fait pour les commerçants à aller vers cette démarche zéro déchet? Alors avant tout, il y a cet accompagnement du coup qui est gratuit. On parle d'une démarcation concurrentielle. Ça permet de se démarquer, surtout qu'on a des familles zéro déchet donc, qui veulent s'orienter justement vers des commerces zéro déchet qui s'inscrivent dans la démarche. Des économies aussi qui sont réalisées et surtout une diminution sur l'impact environnemental. Oui, et donc peut-être aussi, donc là, sur cette slide, je ne sais pas si peut-être illustrer un petit peu en donnant voilà, quelques exemples peut-être de commerçants voilà, qui ont mis en place des actions avec l'aide de la collectivité. Peut-être si vous voulez nous illustrer un peu. Bah, c'est vrai que l'un des avantages aussi à faire partie de ce label, c'est il y a une amélioration de la visibilité pour le commerçant, puisque nous, sur nos réseaux, on met en avant ces commerçants et leurs actions, et on organise surtout des actions chaque année. Donc, c'est une opportunité de promouvoir leur commerce, de sensibiliser aussi leurs clients. Donc, par exemple, en 2020, il y avait une distribution de cendriers de poche à l'occasion de la Semaine européenne de développement durable. Donc, on pouvait retrouver tous ces cendriers dans les commerces labellisés. Et aussi, on propose des expérimentations collectives, comme je le disais. On a notamment en 2021 lancé le projet Airbox, donc qui permettait de limiter les déchets de la restauration à emporter en proposant justement un contenant lavable et non jetable. Et donc ça aussi, ça permettait de mettre en avant les commerçants puisqu'il y a eu des articles rédigés là-dessus, des articles sur les réseaux sociaux également. D'accord. Peut-être juste pour rebondir par rapport au partage de Léa juste avant, sur le projet Airbox, est-ce que vous êtes passé par un prestataire extérieur? Alors non, on a fait tout nous-mêmes, donc on a démarché les commerçants qui pouvaient mettre en place cette expérimentation. Au départ, on voulait partir plutôt sur une consigne, mais on a vu que ça demandait beaucoup plus de travail pour le commerçant, donc on est passé plutôt sur un système où le client achète une première fois sa Airbox, puis il revient dans les commerçants qui ont lancé cette expérimentation avec un système de fidélité et au bout de 20 passages, par exemple, une petite récompense zéro déchet pour le client qui fait cet effort-là. Ok, très clair. Et donc, voilà, bah, peut-être en termes de résultats, donc là, on a donc le chiffre qui s'affiche, mais voilà, combien donc, de commerçants sont aujourd'hui labellisés? Est-ce que la collectivité a un objectif chiffré là-dessus ou pas, d'ailleurs? Et aussi, quels sont les impacts qui sont déjà observables en termes de réduction des DAE, donc des déchets d'activité économique? Alors, bah, du coup, comme c'est écrit, on a actuellement 72 commerces labellisés zéro déchet, avec un objectif entre 10 et 15 commerçants labellisés chaque année. Donc, c'est vrai qu'il y a des fermetures entre-temps. Là, on devait être arrivé à une centaine de commerçants labellisés au total. Donc, comme je le disais, il y avait tout type de commerces qui sont labellisés. Il y a aussi bien des restaurants, des restaurations rapides, des merceries, des savonneries, des boutiques de réparation. C'est vraiment très varié. Et pour la question sur l'impact de réduction des déchets, donc moi, j'ai pas forcément de retour sur cet impact, mais par exemple, pour toujours plus limiter les déchets, on a lancé la bourse aux dons. Donc, c'est tous les commerçants zéro déchet qui mettent à disposition des habitants des ressources qu'ils n'utilisent plus, comme les cartons, les cagettes, les seaux en plastique, mais qui peuvent servir aux habitants pour différents usages. On peut voir sur la slide d'après, d'ailleurs, je pense. Oui, et je regarde aussi en même temps Ah oui, super, ouais. C'est Ah, ça. bon, Donc, c'est ouais. présent en fait sur le site Roubaix Shopping et ça permet de mettre en avant toutes les ressources qui ne sont plus utilisées par les commerçants, mais qui peuvent être réutilisées par d'autres. Donc, c'est un Justement, moyen.
de réduction des déchets. Oui, ça résonne avec une des questions justement qui était posée sur la mutualisation des ressources. Donc là, notamment, on voit un exemple de mutualisation sur les cagettes. Ouais. Et est-ce que d'autres typologies de ressources sont identifiées comme mutualisables ou pas forcément? Alors, là, c'est vrai que c'est essentiellement du carton-papier qu'on met à disposition. Le marc de café, on commence à le mettre aussi pour certains restaurateurs, mais ça demande ça a plus de problématiques, donc il faut encore voir tout ça, mais c'est surtout carton, papier, bois et les seaux en plastique aussi qui ont encore beaucoup. Ouais. Et puis ça représente, comme on le voyait en introduction, papier carton représente quand même un flux en termes de volume qui est très important sur le commerce de détail. C'est sûr, oui. Ok. Et peut-être pour conclure, donc comment en fait comment vous avec avec ce label et puis globalement la collectivité veille à pérenniser en fait l'engagement des commerces dans le temps et comment vous faites aussi pour attirer de nouveaux commerces qui seraient peut-être moins engagés ou moins convaincus par la démarche. Alors, le label déjà est valable 3 ans. Comme ça, tous les 3 ans, on renouvelle, on revoit le diagnostic pour voir si le commerçant est toujours engagé dans sa démarche. On a mis aussi 2 niveaux de labellisation, donc le label de base et le label expert, pour challenger un petit peu le commerçant et inciter à faire des efforts chaque année. Chaque année, on essaie aussi de le revoir et de faire un petit tour sur ces actions qu'il a mises en place au cours de l'année. Et c'était quoi la question d'après? Comment vous faites pour attirer des commerçants vers ce label, au moins le niveau 1, pour ceux qui ne seraient pas très engagés d'un point de vue environnemental ou convaincus? Alors, c'est sûr que ça a un petit peu changé maintenant. C'est de plus en plus les commerces qui viennent à nous pour être labellisés, parce que justement, le label gagne à être connu et du coup, et les commerçants aussi sont de plus en plus engagés. Dès lors ils lancent un commerce, ils ont déjà ces questions et ils sont conscients de réduire leurs déchets. Donc, c'est maintenant, c'est plus les commerçants qui viennent à nous plutôt que nous qui devons les démarcher. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que tout le monde est conscient de ces enjeux. Merci beaucoup, Laure. Est-ce que vous voulez peut-être partager un peu sur voilà, les aspects qu'on voit ici sur les vidéos, les ressources qui existent et que d'autres collectivités pourraient s'inspirer aussi pour leurs propres commerçants? Alors, c'est vrai que sur le site Roubaix Shopping, vous trouverez pas mal de vidéos de présentation du label, comment devenir un restaurateur, comment se passe une labellisation, et aussi des vidéos témoignages de commerçants qui sont labellisés et qui montrent un petit peu les avantages à faire partie de ce label. Donc, vous retrouverez tout ça sur le site roubaixshopping.com. Super. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous. J'ai essayé de reprendre quelques questions du chat, mais potentiellement, il y en a d'autres qui pourraient arriver. Et n'hésitez pas à répondre par écrit si besoin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage sur le label. Ça permet aussi de bien faire le lien avec le premier partage de Léa Vaza sur la rue de Paradis. Maintenant, on va passer à notre troisième retour d'expérience terrain avec Cédric Enrat qui nous a rejoint il y a quelques minutes, il me semble. Donc, bonjour Cédric. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc là, on a beaucoup parlé des commerces, donc des petits commerçants jusqu'à présent. Et là, on va parler aussi des entreprises, donc pas des grands groupes, plutôt des entreprises de petite taille, taille intermédiaire, avec une initiative que l'association Oasis Environnement a lancée en 2022. Donc, je vous laisse vous présenter brièvement et puis ensuite présenter la démarche du défi entreprise zéro déchet et voilà, dans quel objectif elle a été menée et dans quel contexte également. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Il y a le slide suivant, comme ça on voit les têtes en étroit au sein de Oasis Environnement. Donc Oasis Environnement, c'est une association que j'ai créée il y a 6 ans à Nantes. Et l'objectif, c'est d'accompagner les organisations, tout type d'organisations, les entreprises bien sûr, mais les associations, les collectivités, dans la réduction des déchets.
Donc aujourd'hui, on travaille surtout sur la région Pays de Loire, lorsqu'on est amené, enfin, on ne sort pas trop de ces frontières-là pour être il y a une dynamique d'économie circulaire. Donc nous sommes 3 aujourd'hui à plein temps, et on a travaillé environ avec 170 organisations sur notre territoire, des toutes petites structures, mais également des grands groupes. Parce qu'à un moment donné, tu disais plutôt des moyennes structures, mais en fait, les entreprises type la Banque Postale ou Bureau Veritas, enfin des structures assez importantes. Voilà. Et donc, l'objectif, en fait, c'est très simple. Notre démarche, c'est en fait de créer des groupes d'ambassadeurs. On les appelle les écoacteurs, écoactrices. Moi, j'aime bien dire écoactrices, écoacteurs, parce que c'est plus de femmes que d'hommes. Donc, la réalité, elle est là. Et donc, ce groupe, en fait, de personnes qui s'engagent, on constate qu'il y a 10% de personnes qui sont vraiment pionniers dans l'entreprise et 10% qui sont un peu réfractaires et 80% qui se disent bah, pourquoi pas. Et donc, on s'appuie sur ces 10% de pionniers pour les embarquer, on leur donne les outils, on leur donne la connaissance, les informations pour qu'ils puissent ensuite construire un plan d'action et embarquer en fait leurs collègues dans un plan d'action concret, quoi. Donc, on propose 3 types de services, ce sont des diagnostics déchets. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être voilà. Cédric, Oui. si vous voulez peut-être présenter le grand défi Oui. zéro déchet des entreprises. Oui, tout à fait, ça marche. Donc l'objectif du défi, il est très simple, c'est celui de Nantes Métropole, en fait, qui est réduire de 20% les déchets d'ici 2030. On ne sait pas en 6 mois. Et nous, on s'est posé les ponts en disant si on ne le fait pas dans les 6 prochains mois, il n'y a pas de raison de le faire en 2025, 28 ou 30. Voilà. Si tu peux passer à la suite, merci. Donc le défi, en fait, c'est un programme qu'on a lancé l'année dernière. Le premier défi donc, a duré 8 mois. Il s'est terminé en septembre de cette année. Et donc, il y a plusieurs étapes, en fait. La première étape, ça va être d'abord de faire un diagnostic. Donc, on fait un diagnostic sur site pour comprendre précisément les problématiques déchets, en fait, de la structure. Ensuite, on organise 3 ateliers, ce que vous voyez en bleu, ateliers 1, 2, 3, sont des ateliers avec ce qu'on appelle les salariés, donc écoacteurs, écoactrices. Donc, c'est des salariés et on va construire un plan d'action et ensuite suivre le plan d'action. Et à l'atelier 2 et l'atelier 3, on fait le suivi du plan d'action, mais également une montée en compétences, en fait, sur un domaine particulier. Le premier, ça va être la gestion des déchets, bien comprendre comment ça se passe lorsque c'est mis dans la poubelle, mais qu'est-ce tout ce qui se passe derrière, entre guillemets, sur le recyclage, sur l'incinération, l'enfouissement, etc. Et puis, le dernier atelier, c'est toujours suivi du plan d'action. Et on va plus travailler sur le changement de comportement, la communication bienveillante autour de l'environnement et comment embarquer ses collègues dans la démarche. Voilà. Donc, ces 3 ateliers sont faits, souvent, c'est des ateliers qui durent entre 2 heures et 3 heures. Peut être fait sur le temps du déjeuner ou autre. En tout cas, c'est un groupe de 5, 7, 8, pas plus de 10 personnes en général. Enfin, ça dépend de la taille de la structure. En parallèle, il y a 2 animations qui vont se dérouler sur un catalogue qu'on a construit de 18 animations. Alors, on travaille avec des structures qui font des choses en complément de ce qu'on ne sait pas faire. Comme ça permet d'avoir une belle palette. Entre guillemets, d'ateliers. Ça va être l'atelier, par exemple, sur une entreprise qui veut mettre en place le compost. Donc, ça peut être un atelier sur le compostage. Là, c'est des ateliers qu'on fait nous-mêmes sur le déchet numérique. Comment on peut réduire les déchets numériques. Un atelier sur le déchet de bureau en tant que tel. Des parcours de jeux. Tous ces ateliers sont très ludiques et qui durent entre 1 heure à 2 heures. Et le but, c'est de s'installer, j'allais dire, pendant 2 heures sur un site d'une entreprise et de mobiliser le maximum de salariés. C'est de faire du bruit, de parler des problématiques et d'apporter des solutions concrètes à chaque fois. Chaque atelier, ce n'est pas que parler des problèmes, parce que ça, en France, on est assez doué, mais c'est aussi d'apporter toutes les solutions qui sont inhérentes aux problématiques. Donc, 2 animations, une animation 1 et 2. Et puis, on fait parallèlement donc 3 pesées. Une pesée initiale qui permet d'être la référence, une pesée 2 et 3. Quand je dis pesée, on va concrètement en une balance, on pèse tous les types de déchets, tout ce qui va dans, entre guillemets, le recyclable, le non recyclable, mais également s'il y a un carton à cartouche, une imprimante, s'il y a une gestion déjà qui est différente du papier, on va peser le papier. Vous voyez, il y a vraiment, il y a certaines entreprises qui ont déjà 6 ou 7 flux, on va tout comptabiliser. L'objectif, je vous le dis, ça va être de réduire la partie, quand je dis moins 20% de déchets, c'est la partie OMR, les ordures ménagères résiduelles, les sacs noirs, les sacs bleus, après ça dépend des villes, parce qu'on n'a pas toujours la même couleur. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc on fait à la fois la pesée et une caractérisation.
C'est on va ouvrir les sacs et on va regarder concrètement les erreurs de tri d'un côté, de l'autre côté, etc. Prendre des photos, ce qui est assez parlant en fait pour les salariés. On n'est plus en train de parler des moyennes nationales, hein, parce qu'au niveau national, les déchets en entreprise du tertiaire, c'est 130 kg de déchets par an et par salarié. Ouais. Et à la fin, on fait une clôture, en fait, un événement de clôture, un cocktail de clôture, où il y a la remise des prix, et puis tous les éco-acteurs de toutes les entreprises et éco-actrices peuvent se rencontrer. Je vais un petit peu vite, mais je sais qu'on n'a que 15 minutes, donc je préfère, s'il y a des questions, après répondre aux questions. Ouais, Voilà un peu le programme du défi, en fait. Ouais. Oui, donc c'est ce que vous avez fait donc cette année avec une première promotion entreprise sur le territoire de Nantes Métropole. Peut-être, voilà, quels étaient les types d'entreprises auxquelles s'est adressé ce défi et pourquoi avoir travaillé avec, je crois qu'il y en avait 10, il me semble. Il y a 10 sites et il y avait 6 entreprises. En fait, voilà, il y avait 10 sites différents. Parce qu'en fait, on travaille par site. Ce qui compte, c'est pas tant les entreprises, c'est les salariés sur un site et les pesées et les déchets sur le site. Oui, alors les typologies, en fait, comme c'était la première année, celle qui était informée, au courant, donc en termes de communication, il y a eu un gros travail de démarrage. Donc c'est plus par opportunité de tel ou tel secteur. Je pense pas que ça soit très représentatif l'année 1 par rapport à là, on a démarré l'année 2 du défi, et on voit que c'est des entreprises de typologie différentes. On avait un chantier d'insertion, une association, et le reste, c'était des entreprises. Des entreprises, on avait des entreprises de taille, ça, donc comme je vous le disais, ça allait de 15, c'était la plus petite, jusqu'à 180, non, 220, la plus grande. Dans les secteurs, c'était agent immobilier, on a eu le secteur de la, pas du nettoyage, mais du, je me rappelle plus leur activité maître, c'était sur des auxiliaires de vie, des personnes qui travaillaient en fait pour être auxiliaires de vie auprès des personnes qui ont des besoins à ce niveau-là. On avait une association environnementale, on avait donc un chantier d'insertion qui travaillait sur la partie déchets, qui proposait multiservices, en fait, déchets, espaces verts, etc. On avait aussi une structure qui s'appelle la Compagnie du logement et qui travaille sur des prêts immobiliers, des constructions, qui est très en lien avec les collectivités. Là, ils sont combien? Ils étaient 130. Voilà, ça donne un petit peu la palette d'entreprises. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez décrit tout le parcours sur l'année qu'on suivit, donc les 10 sites de cette première promotion. Donc là, on voit aussi tous les outils en fait qui ont été qui ont été utilisés et mis à disposition. Est-ce que vous voulez en toucher un mot avant de parler des résultats? Oui, donc en fait, comme je vous le disais, durant toute la période du défi, le but, c'est à la fois des ateliers, à la fois des animations et à la fois des outils qu'on donne au fil de l'eau. Donc les outils, c'est des fiches collecteurs, des infos déchets, des infos pratiques, toujours très simple. À chaque fois, c'est une partie qui parle de la problématique et une partie qui parle de toutes les solutions. Donc c'est tous ces outils-là qu'on a développés en interne. On a fait également des fiches pratiques d'action. C'est-à-dire, vous les mettez en place, par exemple, durant la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets, qui a eu lieu là, qui vient de se terminer. Comment fait-on? Est-ce qu'on peut être labellisé par l'ADEME? Voilà. On essaie d'être un accélérateur pour que l'éco-actrice, l'éco-acteur qui veut lancer son entreprise dedans gagne du temps, en fait. Voilà. Donc, il y a à la fois ces outils-là. On communique beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. On essaie de mettre en avant ces entreprises, ces salariés. Hein, c'est autant les entreprises que les salariés. Et puis, on a créé aussi sur notre site Internet une connexion personnalisée qui permet, en fait, à chaque entreprise de savoir, d'avoir son tableau de bord en fait du défi, de savoir où est-ce qu'ils en sont, autant en termes d'animation, qui sont les éco-acteurs, éco-actrices, quels sont les niveaux de pesée, la niveau 1, 2, 3, où est-ce qu'on en est, etc. Donc cette ouverture avec le site internet, ce n'est pas dédié que aux éco-acteurs, mais bien à tous les salariés d'entreprise, ou dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise peut savoir à tout moment quelles sont les avancées sur le défi. Donc c'est vraiment ça le but de ces outils. Ok. Ouais, ça permet de donner de la visibilité et aussi de partager l'information, que ce ne soit pas juste les 2-3 salariés les plus engagés qui… Oui, exactement, qui fassent, exactement. Les résultats, donc sur les 10, la réduction moyenne était de 56%. Alors, on était très contents. On a été surpris que ça soit aussi fort, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à construire un plan d'action et on s'y met, et qu'on communique dessus et qu'on fait des animations, après, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, ça est allé de 40% jusqu'à 70%. On n'a pas fait de numéro 1, 2, 3, on n'a pas fait de classement, ce n'était pas le but parce qu'il y a des entreprises qui sont très avancées, donc elles avancent moins vite, donc en termes de défis, elles sont moins performantes. Et ce n'est pas du tout l'esprit en plus de notre association.
Ça représentait 13 tonnes de déchets qui ont évité l'incinérateur, plus de 30, donc 37 salariés éco-actrices et éco-acteurs, donc des gens qui sont vraiment leaders sur les sujets. Il y avait plus de 500 collaborateurs au total qui ont été sensibilisés et plus de 70 actions engagées et 40 actions à venir. Parce que l'idée du défi, c'est vraiment de rentrer par une porte d'entrée, j'allais dire, la plus simple, qui est le déchet, parce que c'est physique, tout le monde le voit. Et c'est après de créer ce groupe-là, et que ce groupe-là continue à vivre et qui travaille après sur d'autres sujets. Et peut-être la plus grande satisfaction, c'est que derrière le défi, hormis ces résultats qui est très satisfaisant, c'est de voir que derrière, ces groupes d'éco-actrices et éco-acteurs ont envie ensuite de s'attaquer à la gaspillage de l'eau, de l'énergie. Alors l'énergie, c'est très, très en vogue aujourd'hui, mais c'est des sujets qui étaient abordés, ou la mobilité douce. En fait, c'est vraiment après des groupes qui vont beaucoup plus loin que sur la partie déchets. Voilà. Okay. Et donc là, sur les moins 56% de déchets, on parle bien des OMR, ou c'est… Oui, exactement. Les non, c'est ordures les OMR. Donc ça veut dire que les OMR ont diminué de 56%. Indirectement, il y a forcément une augmentation, il y a eu une augmentation indirecte des déchets recyclés aussi, parce qu'il y a des OMR qui sont passés en recyclé, donc ce qui fait réduire aussi, et puis il y a une réduction réelle aussi en termes de quantité. Et l'amélioration nette du tri. Et puis des actions aussi engagées avec des temps forts où ce n'était pas le cas auparavant, dans ces entreprises. Ok. Et peut-être, est-ce que, donc à quel point Oasis Environnement a pu travailler avec des acteurs type collectivité locale sur cette initiative? Est-ce que, je sais pas, des collectivités ont été relais, par exemple, du défi? En fait, Nantes Métropole a été un relais. Il y a aussi d'autres communautés de communes qui ont été des relais autour de Nantes. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est que là, il y a plusieurs communautés de communes en fait, en Normandie, en Bretagne, en Belgique aussi, qui nous ont contactés en fait pour lancer un défi. En fait, au départ, c'était pour nous dire est-ce que vous pouvez faire le défi chez nous? Nous, on a dit non, on est dans un système où on est territorial. Par contre, ça nous a poussé à se dire comment on pourrait transmettre en fait notre savoir, nos outils à d'autres structures. Et en fait, on est en train de réfléchir à monter un module de formation auprès des collectivités, enfin les collectivités qui nous ont demandé en fait, pour leur fournir à la fois tout le package, la méthodologie, l'approche aussi de prospection, ce qui n'est pas évident non plus, la prospection auprès des entreprises, parce qu'elles sont beaucoup sollicitées. Et puis des jeux aussi, il y a certains jeux sur les 18 animations, il y en a 9 qui sont faites par Oasis. Et dans les 9, on a un jeu d'économie circulaire, un jeu plateau qu'on a créé. On a des jeux de cartes qui sont ni des fresques, ni des quiz. C'est un mix entre les deux, etc. Donc, c'est des jeux qui sont facilement duplicables. Donc, l'idée, c'est à la fois de donner ces outils-là, ces jeux, et puis que la collectivité soit en direct à travers peut-être un chargé de développement durable ou d'économie circulaire. En tout cas, là, c'est les profils qui nous ont contactés, puissent mettre ça en place chez elles. Ou alors, il y a une collectivité qui pense s'appuyer sur une association locale qui pourrait, entre guillemets, intégrer ce service-là. Et dans ce cas-là, la collectivité s'appuierait sur cette association-là. Voilà. Ok. Donc voilà, donc l'idée, c'est que d'ici le printemps, on lance les premiers modules en fait de formation. Ça va pas être 10 modules. L'idée, c'est pas non plus que ce soit une usine très longue et très coûteuse aussi. C'est que ça soit assez opérationnel et que ça puisse permettre justement aux participants de lancer leur défi l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre 2023. D'accord. Et là, pendant ce temps, donc, vous relancez une deuxième édition voilà. sur le territoire de Nantes Métropole. Exactement. On a commencé le recrutement et là, vous voyez, nous, on aime bien expérimenter des nouveaux publics. Donc là, alors, un EHPAD va travailler avec nous. Un EHPAD, autant les salariés, ils sont 60 salariés et 80 usagers, résidents. Et il y a des résidents en fait de 90 ans qui sont motivés pour réduire les déchets. Donc, on va intégrer ces deux populations. De la même manière avec une école privée, pareil. Les salariés, il y a déjà des problématiques déchets au sein de la structure de tous les salariés tertiaires, mais également avec les étudiants. Et un troisième axe, là, c'est des structures qui sont intéressées, c'est aussi un ESAT. Voilà. On a déjà travaillé plusieurs fois avec des ESAT et là aussi, ça fonctionne bien. Autant ça crée à la fois une belle dynamique au niveau des salariés et ça crée du lien aussi avec leurs usagers, avec les travailleurs, avec les différentes populations qui gravitent autour. Ok.
Merci beaucoup Cédric pour tous ces partages. Voilà, ça permettait aussi d'ouvrir un petit peu le champ. Donc, on avait pas mal parlé des commerces avant avec la mairie du 10e à Paris et la ville de Roubaix. Et puis comme ça, on ouvrait un petit peu aussi à d'autres structures privées et publiques d'ailleurs. Donc merci pour tous ces partages. Voilà, vous avez son contact qui s'affiche. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas, Cédric, à y répondre par écrit. Et si on a du temps aussi, à la fin, on pourra en prendre quelques-unes. On va passer à notre dernier partage, qui n'est pas un retour d'expérimentation, mais une présentation d'un guide qui vient à peine de sortir. Et je vais laisser la main à Annabelle Cléré de la Métropole du Grand Paris pour introduire ces dernières interventions. Merci Tissa, bonjour à toutes et tous. Alors on va continuer de prendre un petit peu de hauteur après ces retours d'expérience terrain sur l'accompagnement des commerçants et entreprises sur le zéro déchet. Et donc là, on va avoir une présentation du guide sur le commerce et l'artisanat responsable. Donc pour ce faire, je vais inviter Kelly Cambette à prendre la parole et à se présenter rapidement. Kelly, c'est à toi. Merci Annabelle. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargée de mission commerce responsable chez Les Canaux. Donc, avant de présenter un petit peu le guide, je vais peut-être revenir sur ce qu'on fait aux Canaux. Donc, Annabelle, tu peux passer à la slide suivante. Du coup, Les Canaux, on est une association, donc loi de 1901. On accompagne et on valorise les acteurs et les actrices qui œuvrent pour une économie plus respectueuse à la fois de l'environnement, mais aussi plus solidaire. Donc, on accompagne en majorité les acteurs de l'ESS, les acteurs qui œuvrent dans l'économie circulaire, etc. Donc, on a plusieurs pôles et on s'adresse à différents publics, donc notamment le grand public avec des événements de sensibilisation. On organise des festivals, comme le Festival de l'économie engagée en juin. On organise aussi des visites de la maison, qui est 100% en économie circulaire. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore visité, à vous inscrire à des visites qu'on met en place. On organise également des marchés, donc je vais revenir dessus plus tard, et également des conférences. On s'adresse aussi aux porteurs et aux porteuses de projets, donc via des programmes d'accompagnement ou de formation, donc comme le Social Starter, la formation Premier Pas, les ateliers des canaux pour essayer d'aider justement les porteurs de projets à mettre en place du coup leur activité. Et on s'adresse également à des structures, donc des acteurs économiques et aux donneurs d'ordre, donc avec le programme ESS 2024 pour les Jeux Olympiques, l'accélérateur circulaire, le booster circulaire, et la résidence du durable, du coup, donc, qui est un espace qui est géré par la mairie du 10e, qui, en fait, rassemble des structures qui sont engagées, donc des structures ESS ou des TPE engagées, du coup, qui sont hébergées, en fait, dans cet espace et qui ont des projets, en fait, innovants, du coup, pour une gestion circulaire des déchets. Donc, en fait, elles consacrent 2 jours par mois de leur activité pour essayer de travailler en co-construction, pour essayer de rendre la ville de Paris plus résiliente. Et donc, nous, on essaie d'accompagner justement cette résidence et le commerce responsable. Donc, le fameux programme, du coup, porté par Les Canaux. Donc, alors, on va juste revenir sur la slide précédente, Annabelle, super. Donc, le programme, du coup, commerce responsable, il a émergé, du coup, grâce à 2 instances qu'on a organisées. Donc, c'est des instances consultatives qui sont propres aux canaux, donc l'Agora, et qui, en fait, va réunir un petit peu autour de la table toutes les parties prenantes du commerce responsable, donc les acteurs de l'accompagnement, du financement, on verra après, donc pour essayer de définir un cadre de soutien et des axes de travail pour formaliser un petit peu le commerce responsable. Donc, c'est une méthodologie en 4 axes: mobiliser les acteurs dans un premier temps, définir un cadre, identifier des outils et les mettre en place. Donc, ça a permis justement d'établir une définition commune de ce qu'est un commerce responsable, on verra plus tard ce qu'il en est, d'identifier les besoins des acteurs. Donc, ça peut être, voilà, les commerçants, artisans peuvent avoir un manque de visibilité, besoin de centraliser plus la ressource, etc. Et donc, nous, le rôle, après, ça va être de développer des pistes de solutions, donc parmi elles, le guide, pour essayer de répondre à leurs besoins. Donc justement, par rapport au guide, est-ce que Kelly, vous pouvez nous le présenter un petit peu plus en détail? Oui, tout à fait. Donc, ça a été un travail justement qu'on a porté, oui, juste avant de parler du guide, je vais peut-être redonner la définition du commerce responsable. Donc, le commerce responsable, c'est un commerce du coup qui défend une production et une consommation qui est bénéfique pour l'humain, pour l'environnement et pour la biodiversité. Et à partir de cette définition qui a été constituée en Agora, on a fait émerger 6 piliers, donc la solidarité, l'impact environnemental, la responsabilité sociale, la proximité, la transparence et la pédagogie.
J'en dis pas plus, c'est présent dans le guide, donc je ne spoile pas. Et donc, du coup, ça a émergé, ça a donné naissance à un guide qui a été coédité avec la Métropole du Grand Paris, la CCI Paris-Île-de-France et la CMA Île-de-France, que je remercie parce que je sais qu'ils participent aussi au webinaire. Donc, c'est en fait une ressource qui s'adresse en fait à tous les acteurs qui pensent le commerce de demain. Donc, ça peut être les managers de commerce, les collectivités, les acteurs économiques, donc comme les commerçants, les artisans. Et en fait, ça a vocation à vraiment être une ressource pour développer ce type de commerce sur l'ensemble du territoire de la métropole du Grand Paris. Donc, il y avait plusieurs objectifs. Donc, c'était tout d'abord de formaliser un cadre du commerce responsable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont les 6 piliers? Donc, illustrer aussi les 6 piliers et découvrir des initiatives déclinées par piliers. Identifier les acteurs de l'écosystème qui vont aider en fait ces commerçants et artisans dans leurs projets et aussi centraliser la ressource, notamment avec de la réglementation. Donc, on va peut-être passer à la slide suivante. Le guide qui est constitué en 3 parties. Donc, la première partie, du coup, c'est en fait, si vous voulez, on a listé pas mal d'initiatives qui étaient inspirantes et présentes sur la métropole du Grand Paris. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est clairement un commerce responsable dans son activité? On les a déclinés selon les 6 piliers, donc en fonction des actions qui peuvent inspirer à la fois, du coup, les commerçants et artisans. Et du coup, voilà, ça permet d'inspirer les commerçants et artisans qui sont déjà engagés, mais aussi ceux qui veulent s'engager par des petites actions à mettre en place. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous les commerçants et artisans qui ont envie d'impulser de nouvelles initiatives dans leur structure en rapport avec justement l'environnement ou l'humain. Et donc, la deuxième partie, du coup, c'est le cadre réglementaire. Donc, on a présenté, on ne pouvait pas malheureusement tout lister au niveau du droit, mais on a présenté voilà, quelques lois et quelques directives, du coup, comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la réglementation sur les biodéchets, les règles d'extinction sur l'éclairage. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Les commerçants n'ont pas forcément le temps aussi de se renseigner. Donc là, l'idée, c'était vraiment de centraliser la ressource et de les mettre à profit de ce type de public. Et en troisième partie, donc, c'est l'ensemble, la liste des acteurs de l'écosystème du commerce responsable avec les acteurs de l'accompagnement, du financement, de la certification ou encore des centres de ressources qui permettent de donner des ressources à ces commerçants et artisans. Voilà. Et donc, on va peut-être... Et donc, c'est ça. Donc là, on a bien compris, c'est un guide sur le commerce responsable et l'artisanat, donc un peu plus large que les interventions qu'on a eues sur le zéro déchet. Néanmoins, il y a quelques outils, quelques solutions qui sont dans ce guide et c'est pour ça qu'on souhaitait en parler aujourd'hui, et notamment parce que le guide sort également aujourd'hui. Donc, Élise, si vous pouvez nous présenter quelques exemples de solutions, d'idées, de pistes pour les commerçants. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous proposer de se mettre un peu en situation. Voilà, moi, je suis une restauratrice basée dans le 93 et je veux œuvrer pour le zéro déchet. Qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, je peux tout d'abord commencer par réduire mes déchets en mettant en place un système de consigne dans mon restaurant. Donc, on a décrit justement l'action de réseau consigne qui permet de donner des solutions dans le guide pour faire réemployer ces emballages, mettre en place la consigne, donc que ce soit des bouteilles, des bocaux, des pots, etc. On a aussi d'autres actions, du coup, donc Annabelle peut passer à la slide suivante. On peut aussi, du coup, se procurer du matériel de seconde main. Donc, il y a Vesto qui reconditionne justement du matériel de restauration. Donc, moi, je suis une commerçante qui veut œuvrer dans le zéro déchet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi m'équiper avec du matériel reconditionné, donc m'équiper en four reconditionné, lave-vaisselle, armoire réfrigérée, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est bon pour le porte-monnaie parce que du coup, on fait des économies, mais c'est aussi garanti pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, je peux tester mon matériel et voir du coup si ça tient la route sur le temps. Et on fait aussi un geste pour la planète. Et on peut passer à la slide suivante. Et je peux aussi, du coup, en tant que restauratrice, valoriser mes biodéchets. Donc, je peux solliciter la Moulineau, qui est une entreprise d'insertion. Donc, on fait aussi un geste du coup solidaire pour valoriser mes biodéchets, les trier à la source et en faire du lambris compost ou du compost tout court. Et ce qui est bien avec Moulineau, c'est qu'on peut aussi former ses collaborateurs à la mise en place d'une telle initiative dans son restaurant. Donc voilà, en fait, grosso modo, quelques actions qui peuvent inspirer des commerçants ou des artisans, donc notamment là, des restaurants, pour essayer d'œuvrer vers le zéro déchet. Donc voilà un petit peu en avant-première quelques exemples que vous retrouverez dans le guide. Et donc, Ellie, où est-ce qu'on peut se procurer ce guide? Alors, du coup, vous pouvez aller sur notre site. Je vais peut-être vous mettre le lien aussi
dans le chat directement et vous pouvez aussi venir au canot, donc sur demande, vous pouvez me contacter. Donc, on peut vous remettre justement le guide en version papier et on peut aussi, vous envoyer le guide en PDF. Donc, ça, c'est vraiment au choix. Et donc, du coup, aussi, on vous donne aussi rendez-vous donc, le 9 décembre au marché de Noël des canaux. Donc, c'est un marché de Noël éthique et responsable. On fait le lancement vendredi à partir de 17h15. Donc, il y aura un petit pot convivial, ça va être assez sympa. Surtout que voilà, Noël approche et du coup, c'est une belle initiative justement pour offrir des cadeaux de Noël un peu éthiques et responsables et avoir une alternative au consumérisme un peu frénétique de ces fêtes de fin d'année. Donc, il y a une vingtaine d'exposants. On est ouvert à partir de vendredi, du coup, jusqu'à dimanche 21h. Donc voilà, si vous ne pouvez pas venir vendredi au lancement, c'est aussi l'occasion de repartir avec un guide d'ailleurs. Vous pouvez aussi venir pendant le week-end pour faire vos petites emplettes. On vous accueillera avec plaisir. Donc c'est aussi quai de Seine dans le 19e arrondissement à la Maison des Canaux. Donc rendez-vous le 9 si vous voulez le guide en version papier et dès maintenant en ligne du coup avec le lien que Kelly a mis dans la conversation. Et puis le 9, il y a également la visite des canaux, lieu exemplaire du réemploi au niveau du bâtiment. Du coup, un grand merci à l'ensemble des participants et des intervenants. Le webinaire est maintenant terminé. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, nous allons du coup pouvoir passer à la fin de ce webinaire. Il y avait une petite dernière slide qui rappelait peut-être une rétrospective de 2022 sur l'ensemble des webinaires. Juste pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré, que vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube du programme achat, qui a eu d'autres thématiques précédemment qui ont été proposées et que vous pouvez retrouver tout au long de l'année. N'hésitez pas à transmettre également à vos collaborateurs. Donc, c'est terminé pour notre cycle de webinaire sur l'année 2022. On vous souhaite à tous et toutes de belles fêtes de fin d'année et n'hésitez pas donc à prendre contact avec les différents intervenants qui vous ont transmis leurs coordonnées. Et donc, le webinaire sera disponible sur la plateforme grandpariscirculaire.org également avec le support de présentation des intervenants. Merci à toutes et à tous.